Alors, West Side Story est à l'origine une comédie musicale qui a été transposée au cinéma. Elle a été créée par Jerome Robbins, qui est donc l'auteur et le chorégraphe, qui en a eu l'idée lorsque Montgomery Clift travaille le rôle de Roméo pour le théâtre. Et il souhaite dépoussiérer un petit peu, sortir d'une vision classique et proposer une vision un peu plus contemporaine. Et il demande à son amant, Jerome Robbins, de l'aider à travailler cette idée. Et c'est là que va surgir ce projet dans l'esprit de Jerome Robbins. Il va écrire donc une pièce, un spectacle pour Broadway, qui va qui va être créé en 1957. Et le projet initial prévoit des combats entre catholiques et juifs lors des fêtes de Pâques à New York. Et il va contacter Leonard Bernstein, avec qui il a déjà beaucoup travaillé, qui est donc un compositeur déjà installé, et qui trouve l'idée plutôt intéressante, mais il se rend assez vite compte que le thème de l'antisémitisme est quelque chose qui a déjà été beaucoup évoqué et qui demande un peu à être renouvelé. Et l'actualité en fait les rattrape, puisqu'ils entendent parler de guerre des gangs dans New York entre différentes factions, et ils décident de prendre ce thème et d'imaginer les bandes rivales entre les portoricains et des blancs issus de plusieurs nationalités. Donc le travail fait l'objet d'une certaine collaboration à l'écriture. Bernstein écrit la musique, et au niveau des paroles, au niveau de l'histoire, il y a plusieurs collaborateurs, et notamment quelques-uns qui ont envie de moderniser et qui veulent proposer un spectacle qui serait un petit peu novateur, qui serait un peu plus dans l'air du temps et moins classique. Il y a notamment un des auteurs qui se donne pour objectif de créer la première comédie musicale dans laquelle apparaîtrait l'expression fuck you. Et on lui interdit de le faire, mais si j'en parle, c'est parce qu'en fait, ils ont réussi à le placer d'une certaine manière à la fin du numéro sur Officer Krupke. À la fin, ils lui disent Krupp you comme réponse ultime par rapport à tous les symptômes qu'on peut donner à la jeunesse. Et donc ça, c'est une façon de placer cette espèce de révolte de la jeunesse par rapport aux autorités. Donc le spectacle est créé à New York. Bernstein propose une partition très éclectique, extrêmement intéressante, puisqu'on a une musique symphonique qui peut être extrêmement grandiose, solennelle et en même temps très contemporaine, un mélange de plusieurs influences musicales. Et le spectacle va tourner pendant 3 ans à New York. Il va aller à Londres aussi. C'est un succès, c'est pas non plus un triomphe total. Et certains producteurs repèrent la pièce, le spectacle, et décident de l'adapter au cinéma. Et Jerome Robbins s'est tout trouvé pour évidemment faire l'adaptation. Il en est très envieux. Mais les producteurs se rendent compte que le projet va être un projet assez important, qui va coûter probablement pas mal d'argent. Et ils sont assez inquiets, puisque Jerome Robbins n'a jamais touché une caméra et n'y connaît absolument rien en cinéma. Donc ils contactent Robert Wise, qui lui pour le coup est vraiment installé, qui a déjà une carrière assez importante à Hollywood, et qui a le mérite d'avoir touché à peu près tous les genres. Robert Wise, il a fait des films de science-fiction, des films noirs, des comédies musicales, des biographies. Il a vraiment été très éclectique. Il fait partie de ce genre de talents à Hollywood qui sont capables d'à peu près tout faire. Et ils acceptent donc l'idée d'une co-réalisation, et le film est réalisé par les deux. Jerome Robbins s'occupera plus particulièrement de tous les numéros musicaux, et Robert Wise se chargera du reste. Le casting est assez long à mettre en place. Les producteurs sont ambitieux, ils veulent quelque chose qui soit d'emblée un succès avec des stars. On contacte notamment Elvis Presley. Lorsqu'on annonce au fameux colonel Parker, vous savez, c'est le type qui dans l'ombre gère toute la carrière d'Elvis Presley, que le tournage durera 6 mois, il dit à son jeune poulain qu'il ne faut absolument pas y aller, puisqu'en 6 mois, il peut tourner au moins 5 des films qu'il a l'habitude de faire, qui sont des petites buettes tournées à la chaîne. Et donc Elvis Presley refuse. Et James Dean doit se rendre à l'audition, mais a la mauvaise idée de mourir dans son fameux accident de Porsche 3 jours avant. Donc il faut trouver quelqu'un d'autre. Et ce sera donc Richard Beymer. Pour le rôle principal féminin, là, Natalie Wood, par contre, elle est extrêmement connue. C'est déjà vraiment une très grande star à l'époque.
Le plateau est assez impressionné d'avoir une personnalité aussi imposante, alors qu'elle-même l'est tout autant de son côté, dans la mesure où elle va devoir faire ses preuves sur des terrains qu'elle maîtrise absolument pas, qui sont la danse et le chant. Elle enregistre toutes les parties chantées, et les producteurs décideront finalement de la doubler parce qu'ils trouvent que sa voix n'est pas assez puissante, dont elle sera assez mortifiée. Et en fait, la quasi-totalité des acteurs sont doublés. Et Rita Moreno, qui joue le personnage d'Anita, explique d'ailleurs dans certaines archives qui sont vraiment intéressantes qu'elle n'est pas contente de la voix qu'on lui donne, notamment dans le passage A Boy Like That, où elle estime que son visage ne colle pas à la voix qu'on lui a donnée et que son interprétation, pour elle, impliquait plus de grognements, plus de colère, et qu'elle trouve le chant un peu trop lyrique. Donc il y a des décalages comme ça qui sont créés par, évidemment, le fait qu'on est dans de la post-synchronisation en permanence en ce qui concerne les chants. Georges Chakiris, qui joue donc Bernardo, en fait est lui issu du spectacle de Londres dans lequel il jouait Riff, c'est-à-dire son pire ennemi, et donc il va donner notamment certaines indications à l'acteur qui joue Riff lorsqu'ils se combattent et dans la fameuse bagarre et le combat au couteau. Donc tous ces acteurs travaillent énormément, certains dansent, d'autres non, le couple principal en réalité ne danse pratiquement pas. Et on s'engage dans un tournage très important, et surtout pour le début, à savoir tout le prologue que vous voyez, puisque c'est un prologue qui est tourné in situ réellement à New York. Après le prologue et la première scène sur les jets, l'intégralité du film sera tournée en studio, mais pour ce prologue, ils veulent vraiment que ça commence dans ce West Side, et ça va donner évidemment un gage d'authenticité qu'on n'est pas habitué à avoir dans la comédie musicale. C'est un tournage compliqué, il fait 43 degrés, les acteurs sont dans du béton, il n'y a aucune source de fraîcheur, et c'est extrêmement physique, mais ils arrivent à avancer, et Jerome Robbins est extrêmement exigeant. Il est en fait exigeant avec les comédiens, certains sont amateurs et apprennent à danser, et il les fait répéter inlassablement jusqu'à vraiment épuisement. Et surtout, il a une capacité à improviser en fonction des lieux, en fonction des angles de caméra, qui fait qu'il change souvent la donne, ce que ne fait pas du tout Robert Wise. Et les producteurs constatent qu'il y a des dépassements de temps, de budget, et ils finissent par virer Jerome Robbins. Ils en sont à peu près ils ont fait environ 60% du tournage, et donc Robbins est interdit de plateau. Et il a sur son contrat un droit de regard sur les parties qu'il a filmées au niveau du montage, et donc on le laisse travailler le montage des séquences déjà faites pendant que Robert Wise achève le tournage. Le film sort en 1961, c'est un triomphe vraiment absolu, et il remporte 10 Oscars, sachant que le record actuel c'est 11, on n'a jamais été au-delà, et à peu près tous les Oscars imaginables, sauf ceux d'acteurs, d'actrices et de scénario original. Et Robert Wise tient à ce que Jerome Robbins soit présent, et donc l'Oscar est décerné pour les meilleurs réalisateurs aux deux. Et ça permet à Jerome Robbins de retrouver un petit peu sa place, si vous voulez. Donc le film a une très grande postérité dans l'histoire du cinéma. Et il a donné lieu à un très grand nombre de citations, d'inspirations. L'année dernière, on a vu La La Land qui assez régulièrement fait référence à ce film. Il y a une séquence particulière, celle où on voit les trois jeunes filles qui se préparent à aller en soirée, et qui vraiment est une reprise de la séquence I Feel Pretty, où très clairement on est dans les mêmes jeux de couleurs et le même trio féminin. Et actuellement, d'ailleurs, Steven Spielberg est en train de préparer un remake de West Side Story qui sortira l'année prochaine ou l'année d'après. Mais donc ça en dit long sur l'importance de ce film dans la culture américaine. Alors, c'est un film qui est, comme je vous le disais, qui arrive dans une période un petit peu particulière pour le cinéma, et qui va se situer à mi-temps de pas mal d'influences. C'est vraiment une succession de relectures et de modernisation de pas mal de thèmes. Alors, la première, c'est évidemment la dimension littéraire, puisqu'on est dans une adaptation de Roméo et Juliette de Shakespeare.
Donc on retrouve ce thème de l'amour, de la rivalité, de cette notion de tragédie et de l'inéluctable de la violence, à la différence près, et c'est notable, que la femme survit et qu'on a un personnage féminin qui, elle, conclut vraiment l'intrigue et qui donne une forme de morale assez violente et frontale. On a aussi évidemment une relecture de ce qu'est la comédie musicale, très clairement, puisque l'âge d'or de la comédie musicale hollywoodienne, c'est les années 40-50. On estime qu'à partir de 54, c'est vraiment un genre qui est moribond. Pour vous donner un repère, Singing in the Rain, par exemple, on est en 1952, donc une dizaine d'années avant West Side Story. Et là, dans cette période, les studios rentrent dans une phase un petit peu de crise où les grandes productions hollywoodiennes ne sont plus trop plébiscitées. Il y a énormément de projets qui sont très coûteux et qui ne sont pas rentables. On a une concurrence de la télévision et ils cherchent un petit peu à retrouver renouveler des modèles, rafraîchir un petit peu les concepts qu'ils ont l'habitude de sortir. Et West Side Story est donc quelque chose d'assez courageux, à savoir reproposer une comédie musicale. Et il va y avoir évidemment un autre regard, une autre proposition. La musique, on en a parlé, c'est une musique qui va dans plein de directions. Une musique opératique, mais aussi une musique de jazz, une musique de variété, une musique aussi ethnique, on peut dire d'une certaine manière, puisque toute la dimension latino va donner une très belle couleur à la musique et à certains numéros. Et cette partition extrêmement large va contribuer justement au succès du film, qui ne va pas s'enfermer dans quelque chose d'un petit peu figé, comme ça peut être le cas de certaines comédies musicales. Et c'est aussi évidemment quelque chose qui est en lien avec l'époque, et ça c'est la grande nouveauté, c'est qu'on est dans quelque chose d'urbain, dans quelque chose qui regarde en face un petit peu ce qu'est l'actualité, ce qu'est la jeunesse de l'époque, et avec un dénouement qui n'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de trouver dans les comédies musicales. De ce point de vue-là, West Side Story propose un regard et aborde des questions sociales qui sont très novatrices et même audacieuses. Vous avez évidemment la question de cette jeunesse-là, dans le numéro justement Officer Krupke, où on montre comment justement l'autorité, le système est absolument incapable de gérer cette jeunesse en proie à la délinquance juvénile et la met dans une série de cases sans jamais réellement la comprendre. Vous avez dans America l'idée évidemment de cette question sur l'intégration, ce fameux rêve américain, ce land of opportunity qui se retrouve finalement à être une sorte d'illusion, et on a deux camps qui se renvoient la balle en permanence, l'un qui fantasme sur justement la possibilité d'intégration et l'autre qui regarde avec lucidité le fait que quand on est un étranger, on le reste et on devient exploité ou parqué dans des endroits où on ne veut pas les voir. Vous avez aussi un thème intéressant qui est celui de la figure de la femme. Dans West Side Story, les femmes sont vraiment des femmes qui sont fortes, des femmes qui ont une réelle importance. Natalie Wood, qui est un personnage de personnage très éthéré, qui justement vient et découvre le nouveau monde. L'ingénue en robe blanche devient la Pietà, la femme en robe rouge, qui va donner une leçon morale à tous les hommes. Vous avez ce personnage très intéressant de cette jeune fille qui veut à tout prix être comme les hommes, et Anita, qui évidemment est un personnage qui éclipse pratiquement le personnage de Natalie Wood par sa présence, et même aussi, très intéressant, sa sexualité très affirmée, dans sa manière de danser, mais aussi la façon dont elle annonce que quand Bernardo revient de bagarre, on va passer un bon moment. C'est quand même quelque chose, on est en 61, qui est assez courageux, on va dire. Et le regard donc porté sur la société est un regard noir, un regard lucide. Si vous regardez toutes les figures d'autorité, il n'y en a quasiment pas. Contrairement justement à chez Shakespeare, on n'a aucune figure parentale. Les parents sont les grands absents, on ne les voit jamais. Vous avez une figure de policier qui est un raciste, qui là renvoie une image de la police blanche américaine qui est là aussi terrible. Et vous avez ce personnage de Doc qui n'arrive pas réellement, qui donne quelques ébauches de morale, mais qui se fait toujours, y compris dans son propre magasin, qui se fait chasser et qui ne peut pas réellement infléchir la situation. Et ironie aussi, vous avez ces affiches dans les rues
d'une espèce de vieillard bedonnant avec Vote que personne ne regarde et qui ne concerne absolument pas justement la jeunesse qui se déchire dans les rues. Donc, sur ce canevas-là, on va avoir un regard qui est celui donc de la comédie musicale et qui va être entre deux tendances complètement opposées, celle d'une forme de classicisme et celle d'un regard moderne. Sur le classicisme, on va retrouver des passages obligés, tout ce qui est, si vous voulez, de l'ordre de la romance entre Tony et Maria. On retrouve vraiment le vernis très années 50, avec des passages extrêmement lyriques qui sont souvent assez fixes, la scène du balcon notamment, et vous allez avoir un travail plastique aussi qui insiste sur le caractère assez factice. Si vous regardez, vous avez des décors qui sont quasiment expressionnistes, des grandes poutres rouges par exemple, des décors qui changent de couleur. Dans le magasin de couture, vous avez les rideaux qui savamment distribuent toutes les couleurs possibles, etc. Là, on est vraiment dans la comédie musicale telle qu'on la connaît à Hollywood. Et d'un autre côté, vous allez retrouver des éléments qui n'ont jamais été vus. Tout ce prologue, qui est vraiment extrêmement original et qui a été extrêmement compliqué à tourner. À l'origine, ils devaient tourner pendant 2 ou 3 semaines. Ils ont passé 2 mois dans ce quartier-là et ils ont inventé des tas d'angles, avec notamment l'idée de tourner en multi-angle en permanence. Ce qui fait que ça leur permet, au niveau du montage, d'avoir un matériau extrêmement nombreux. Mais il y a des prises de vue qui sont sur des grues. Ils ont creusé le sol à certains moments pour que les danseurs arrivent au-dessus de la caméra. Donc il y a un travail extraordinaire et qui se voit évidemment à l'écran. Et si on veut comprendre le principe, l'originalité et même, je dirais, la spécificité de la comédie musicale que West Side Story, dès le prologue, on le comprend. La manière dont la danse arrive dans un décor urbain réaliste et contemporain, c'est vraiment là que se loge la spécificité du film. Vous le voyez quand on joue. Robbins écrit, il a des idées de chorégraphie, il fait répéter des mouvements, mais ce qui lui manque quand il arrive sur le plateau, c'est l'idée d'un scénario. Et on engage un scénariste spécifiquement pour le prologue, et il a l'idée de la balle. L'idée qu'on se dispute une balle, et ensuite cette balle se transforme en fruit. En tout cas, vous avez toujours un élément qui transite d'un camp à un autre. Et à partir du moment où on a vu les protagonistes, les mouvements qui arrivent, jouer au basket ou se déplacer, et puis subitement vous en avez un qui tend les bras, qui quitte le groupe, qui le retrouve, et un autre qui, par écho. Et à partir de là, vous avez une progressivité de l'arrivée de la danse et de la grâce à l'intérieur de ce cadre plutôt violent qui va créer cet équilibre-là. Et tout le film joue sur ces extrêmes-là. Donc Robbins, il est dans le mouvement pur, dans la chorégraphie, dans l'idée d'instaurer une forme de grâce dans des scènes. Et Robert Wise, lui, a une autre fonction qui est celle de mettre en place un cadre. Robert Wise, il a commencé par la grande porte. Il était monteur d'abord. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact sur sa façon de filmer. Et il a été monteur notamment du Citizen Kane d'Orson Welles, de son film suivant, La splendeur des Amberson. Donc, voilà, ce sont des films extrêmement importants. Et il regarde tout avec un œil de monteur. Il a tout préparé en storyboard, il sait exactement où on va aller. Et c'est lui qui a l'idée notamment de ce prologue, de ses premières prises de vue du ciel. Et ça, les Américains, c'est l'un des premiers films qui propose ça. Et les Américains ont été extrêmement impressionnés de voir New York comme ça, du ciel, et d'avoir ce zoom progressif qui ensuite arrive dans ce fameux playground. Et donc Robert Wise tourne en ayant déjà une idée de ce que sera le montage. Et durant le tournage, il y a une pianiste qui est là en permanence, qui joue les mélodies de Bernstein pour que les acteurs sachent exactement à quelle seconde ils doivent faire quel mouvement. Donc tout est à la seconde près. Et c'est un travail terrible. Et de ce point de vue-là, il y a des scènes, notamment celles tournées par Robbins, qui vont mais littéralement épuiser les comédiens. On a un nombre incalculable de chevilles qui sont foulées. Vous avez même un acteur dans la scène Cool, où il joue dans un parking souterrain, donc il y a une chaleur absolument terrible. Chaque fois qu'ils font des pauses, ils vont dehors et il fait extrêmement froid. Et en fait, il y en a un qui va tomber de pneumonie aussi. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles Robbins va finir par se faire éjecter, parce qu'on estime qu'il malmène un petit peu trop l'équipe. Mais on a donc un film classique
et qui joue sur tous les canons de la comédie musicale. Vous l'avez remarqué, peut-être que certains ne sont pas habitués, mais ce prologue extrêmement long, où on voit juste ces traits et ce changement de couleur, et puis vous avez remarqué qu'au milieu du film, juste avant la scène avec les Pretty, il y a un écran noir, et de nouveau un interlude musical, donc ça c'est l'entracte à l'époque, et là on est vraiment dans la forme du grand film américain. Quand Hollywood sort un grand film, vous avez un prologue exactement comme pour un opéra et un entracte. On est vraiment dans cette forme-là. Vous retrouverez ce genre de choses pour les péplums comme Ben-Hur ou Laurence d'Arabie, etc. Donc, on a toujours ce genre d'ouverture. Et d'un autre côté, on va vous aborder des questions extrêmement violentes et surtout, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la forme hollywoodienne, c'est qu'on refuse tout le manichéisme. Dès le prologue, on passe son temps d'une façon assez ludique, mais qui annonce la suite du film, à passer d'un camp à un autre, en permanence. Dès qu'il y en a un qui se fait agresser, il y a l'autre qui arrive, et quand l'autre arrive, il y a l'autre groupe qui surgit, etc. Et en permanence, on explique qu'ils sont à égalité. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fait par exemple que le policier dise aux supposément blancs, qui sont en réalité aussi polonais, italiens, etc., je suis de votre côté, eh bien ça dessert ces personnages, d'autant que on les a vus, la scène d'avant, faire une tentative de viol quand même, qui va justement entraîner aussi le dénouement tragique. Donc ça, c'est quelque chose qui propulse vraiment le film vers une nouvelle ère. Et Jerome Robbins a réussi aussi à créer des réels personnages. Il a écrit les chorégraphies en fonction des personnages. C'est-à-dire qu'il explique que, par exemple, les pas que danse Rita Moreno, Anita, ne peuvent être dansés par aucune autre femme dans le film, parce qu'ils correspondent à son caractère à elle. Et donc cette incarnation des personnages, cette complexité, même cette évolution des personnages dans le film, elle va lui donner une véritable chair. Et on se retrouve donc devant un film qui occupe parfaitement en réalité sa place. On est en 1960, les studios ne savent pas trop où aller, et vous avez ce film qui propose sur une formule typiquement hollywoodienne de regarder un peu l'Amérique en face, avec un regard noir, avec un regard dénonciateur, voire on pourrait dire contestataire, et en fait il annonce ce qui va se passer dès la fin des années 60, 5 ou 6 ans plus tard. Pour ceux qui ont vu le lauréat par exemple l'année dernière, on est dans les prémices de ce que sera en fait le nouvel Hollywood, qui réussira à regarder vraiment ce qu'est le pays, sans se voiler la face, sans être dans une image idéalisée, et en même temps qui parviendra à créer aussi une nouvelle forme de blockbuster, une nouvelle forme de film qui va attirer le plus grand nombre. Et c'est assez paradoxal de se dire qu'effectivement, à l'échelle de l'histoire du cinéma, si vous regardez West Side Story, eh bien, on est vraiment dans une phase de transition qui annonce, sans le savoir, ce que sera la suite du cinéma américain. Merci de votre attention. Dernière petite information qui me permet une transition, le générique où vous voyez les traits qui ensuite deviennent l'île de Manhattan, et de Saul Bass. Et Saul Bass, c'est celui qui a fait le générique du prochain film qui sera projeté dans 2 semaines, un samedi soir aussi, donc, et qui sera sur Froide, Vertigo, d'après Hitchcock. Merci.